Bonjour à tous. Aujourd'hui, chapitre concernant la dynamique en référentiel galiléen. Nous l'avons déjà démarré l'autre jour en TP lorsque nous avons mis en équation un oscillateur harmonique et nous avons résolu l'équation différentielle associée. Donc nous allons aujourd'hui revoir, parce que vous les connaissez déjà, vous les avez déjà énormément manipulés, les trois lois de Newton. Donc on commence par ceci. Alors, première des lois de Newton, évidemment, vous connaissez le principe d'inertie. Alors, le principe d'inertie, évidemment, je vous aurais posé la question et vous auriez expliqué avec vos propres mots. Il nécessite de postuler l'existence de référentiels galiléens. Alors, les référentiels galiléens, justement, vont être des référentiels dans lesquels le principe d'inertie va être vérifié, c'est-à-dire que lorsqu'un système est soumis à une résultante des forces nulle, eh bien ce système reste immobile ou alors animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Alors, donc là, deux choses. Eh bien, soit lorsque vous faites le bilan des forces, vous arrivez à une résultante des forces nulle, et le système est bien animé d'un mouvement rectiligne uniforme ou alors immobile. Dans ce cas, vous pouvez dire que le référentiel dans lequel vous décrivez le mouvement est galiléen. Autre possibilité, vous faites le bilan des forces et vous apercevez que le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. En fait, eh bien, vous avez oublié, entre guillemets, de prendre des forces fictives, tout simplement. En fait, vous n'étiez pas dans un référentiel galiléen. Exemple, lorsque vous êtes dans une voiture en train de tourner autour du rond-point, eh bien, si on fait la somme des forces que vous subissez, eh bien, vous devez rajouter des forces d'inertie, des forces fictives dites des forces d'inertie, donc d'inertie d'entraînement, parfois des forces d'inertie de Coriolis lorsqu'il s'agit par exemple du mouvement de l'atmosphère, si on décrit le mouvement de l'atmosphère ou de l'eau dans le référentiel géocentrique, du fait de la rotation de la Terre, on va devoir tenir compte de forces supplémentaires qui sont appelées donc des forces d'inertie. Et ça, parce que le référentiel dans lequel nous décrivons le mouvement n'est pas galiléen, c'est-à-dire n'est pas... si l'on applique tout simplement le principe fondamental de la dynamique dans ces référentiels-là, on ne tombe pas sur un mouvement rectiligne uniforme ou immobile. Donc nous, cette année, eh bien, tous les référentiels que nous utiliserons seront considérés galiléens, c'est-à-dire ce sont des référentiels dans lesquels le principe d'inertie sera vérifié. Et l'an prochain, par contre, vous travaillerez, vous serez amené à travailler dans des référentiels non galiléens. Alors évidemment, les référentiels dans lesquels on travaille ne seront considérés galiléens que dans certaines limites, parce que ce ne sont que des approximations, en fait. Évidemment, le référentiel dans lequel on travaille est toujours en mouvement par rapport à un autre référentiel, donc, et un mouvement qui n'est pas forcément un mouvement de translation rectiligne. Donc ce sera toujours dans une première approximation que vous pourrez considérer les référentiels comme galiléens. Alors si on commence, si on prend justement le référentiel, alors le premier référentiel que vous allez utiliser, vous, le référentiel terrestre, ou autrement dit, le référentiel du laboratoire. Le référentiel terrestre, eh bien, il est lié au centre de la Terre, au centre de masse de la Terre, donc au centre d'inertie. Il peut être aussi lié à la surface, peu importe, de toute façon, centre de masse de la Terre. Et les trois axes sont liés au globe terrestre. Et trois axes liés au globe terrestre. Donc si on représente ce référentiel, vous représentez la Terre, et nous représentons donc trois axes, comme ceci. Alors, donc si on peut mettre par exemple X, Y et Z. Alors le seul souci, c'est que vous savez très bien que la Terre n'est pas immobile, elle est en rotation autour de son axe, alors à peu près hein, l'axe vertical, l'axe des pôles, il y a une inclinaison évidemment, vous la connaissez aussi, mais elle est en rotation à vitesse angulaire oméga.
Donc, à quelles conditions est-ce qu'on va considérer que le référentiel terrestre est un référentiel galiléen, à condition de pouvoir négliger la rotation de... Alors, je vais rajouter une page. Hop. Donc, pour considérer le référentiel terrestre comme galiléen, référentiel terrestre galiléen, eh bien, il faut être capable il faut pouvoir négliger la rotation de la Terre sur elle-même. Négliger la rotation de la Terre sur elle-même. Donc, on va considérer qu'en fait, on va négliger, alors, on va vous poser la question, mais on va négliger lorsque la Terre ne parcourra qu'un degré, on aura parcouru une rotation de 20 degrés, là, on pourra négliger. Rappel, c'est une question courante. Au passage, la vitesse angulaire, vous l'obtenez, la Terre, oméga t, c'est 2π sur la période de rotation de la Terre sur elle-même, donc 2π sur 24 fois 3600, à peu près 7,3 10-5 radians par seconde. Et donc, pour tourner de 1 degré, donc ce serait 1 degré, de 1 degré, quelle est la durée? Eh bien, vous savez que 360 degrés nécessite une rotation de 24 heures, donc 3600 secondes fois 24. Pour 1 degré, vous avez donc, eh bien, 4 minutes, 240 secondes, égale à 4 minutes. Donc, pour des durées inférieures à 4 minutes, et évidemment, il y aura d'autres contraintes que vous verrez l'an prochain. Pour les durées inférieures à 4 minutes et pour des vitesses pas trop élevées, évidemment, si vous tirez une balle de fusil, par exemple, là, on ne pourra plus négliger le caractère non galiléen du référentiel terrestre. Des choses comme ça. Bon. En tout cas, si vous n'avez pas de précision, vous pourrez considérer que le référentiel terrestre est galiléen. Maintenant, le référentiel géocentrique. Alors, si le référentiel géocentrique, c'est un référentiel qui a pour origine le centre de la Terre et dont les trois axes, donc origine, centre de masse de la Terre, centre de masse de la Terre, trois axes pointent vers trois étoiles suffisamment éloignées pour être considérées comme fixes. Donc suffisamment éloignées pour être considérées fixes. Le problème, évidemment, c'est la rotation de la Terre, la révolution de la Terre autour du Soleil. Si je représente ici le Soleil, là aussi, la Terre parcourt 360 degrés en 365 jours. Donc, 360 degrés en 365 jours. Donc, à peu près 1 degré, à peu près équivalent à 1 jour. Donc, sur des durées inférieures très nettement à 1 jour, le référentiel géocentrique pourra être considéré comme galiléen. Dernier référentiel que vous devez connaître, c'est le référentiel de Copernic, qui a pour origine donc le centre de masse de la galaxie. Et lui, eh bien, on peut le considérer comme le meilleur référentiel de galiléen, le meilleur référentiel galiléen que l'on puisse utiliser à notre échelle. Donc la plupart des mouvements, ça suffira ce référentiel-là suffira pour décrire la plupart des mouvements. Alors, à retenir, par contre, on remarque évidemment, il n'existe pas de vrai référentiel galiléen. On tente seulement de s'en approcher. De vrai référentiel galiléen, c'est une définition. On tente
s'en approcher. Et on fait une approximation. Par contre, donc, ce que vous devez retenir, c'est que tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen pourra être considéré galiléen. Si le point isolé était initialement immobile, il le reste, oui, évidemment, donc on peut faire le schéma. Si vous avez un système qui est soumis à un résultat de force, une réaction, par exemple, verticale comme ceci, et du support, et le poids, la somme des forces P plus R égale vecteur nul, ou alors on peut imaginer un solide sur un plan incliné. Alors, là encore soumis au poids, au centre de masse, comme ceci. Et ici, vous avez par contre la réaction normale et une réaction tangentielle. La réaction tangentielle, comme ceci, et la réaction normale, comme ça, et de telle sorte que lorsque vous sommez les deux vecteurs, vous arrivez bien à P plus R, et bien, qui s'annule, qui est égal à vecteur nul. Donc ça, c'était au niveau du système isolé. Évidemment, là, j'ai déjà utilisé la deuxième loi de Newton, la loi de la quantité de mouvement. Donc là, vous la connaissez, la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps dans un référentiel R est égale à la résultante des forces, est égale à la somme des forces. Pour un système de masse constante, la dérivée de mv, de la quantité de mouvement, vous pouvez sortir la masse de la dérivée, donc vous avez m d de v sur dt égale ma, ce que vous pourrez utiliser directement dans vos exercices. Si vous avez, on l'a déjà vu évidemment, si l'accélération est nulle, le vecteur accélération est nul, la vitesse est égale à une constante, le système est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, eh bien, on va passer à la troisième loi de Newton, qui est le principe des actions réciproques. La force exercée par un système 1 sur un système 2 est l'opposé de la force qu'exerce le système 2 sur le système 1. Si vous faites l'exemple de la Lune, Terre, eh bien la force qu'exerce la Lune sur la Terre, donc la force exercée par la Lune sur la Terre, est exactement égale en norme à la force qu'exerce la Terre sur la Lune. Pourquoi est-ce que c'est la Lune qui tourne autour de la Terre et non pas l'inverse, et non pas la Terre qui tourne autour de la Lune, plutôt? Eh bien, tout simplement parce que si on écrit m, la dérivée de, par exemple, la dérivée seconde donc de x lune, si on y met x, on va dire la position, par rapport au temps, c'est égal à la force, égal à m, j'aurais dû mettre ici, la masse de la Lune égale à l'opposé de la masse de la Terre, multiplié par la dérivée seconde de x terre, la position. Alors, je ne représente pas du tout ce que c'est que le x, c'est-à-dire c'est lié à la position, le déplacement. Sauf que la masse de la Lune est tellement inférieure, est très très inférieure à la masse de la Terre. Ça signifie donc que l'accélération, aujourd'hui les grades en accélération, on va avoir d de x lune sur dt2 très très supérieur à la dérivée seconde de la Terre par rapport au temps. Forcément, donc c'est la Lune qui bouge et non pas la Terre. Donc M1 et M2 sont différentes, c'est ce que j'aurais dû le faire en dessous, c'est pas grave. C'est ce que je viens de faire, parce que les masses sont différentes. Alors une chose que vous devez maîtriser, qui apparaît à votre programme, c'est la quantité de mouvement d'un système de 2 points. Alors, donc vous avez, c'est utile, ça va être très utile lorsque surtout vous avez deux systèmes dont un de masse très supérieure à la masse de l'autre. Ça, ce sera le cas le plus utile. Bon, à ce moment-là, on fera des simplifications.
Mais, par exemple, vous pouvez imaginer, un système d'étoiles doubles, en fait. Exemple, étoile double. Et au lieu de suivre le mouvement des deux étoiles, en fait, on va s'intéresser, ce sera beaucoup plus facile à faire, on va s'intéresser au mouvement de leur centre de masse, leur centre de gravité. Donc, vous avez deux systèmes, étoiles doubles, donc vous avez deux systèmes qu'on assimile à leur centre de masse chacun. Donc un point de masse M1, un point M1 de masse M1 animé d'une vitesse V1, un point de masse M2 animé d'une vitesse V2, et le barycentre. Donc si je représente, alors la notion de barycentre, je vais peut-être mettre une petite remarque. Si je fais un schéma, ça je pense que ce sera plus parlant que tout. Si je fais une balançoire, eh bien, vous pouvez très bien avoir une balançoire, enfin une planche tout simplement. Vous pouvez très bien avoir voilà. Donc là, si je mets une petite souris, hop, une petite souris qui est à l'extrémité. On va faire ça correctement, une petite souris qui est à l'extrémité de la balançoire. Voilà. Voilà, un gros rat, on va dire. Et par contre, j'aurais dû la faire toute petite. Et un gros chat. Ici. Un gros chat. Hop. Et vous avez bien. Pourquoi est-ce que vous avez la petite souris qui va gagner la position du centre de gravité et comment elle va être liée à la position donc là si on associe ici M1 de masse M1, ici M2 de masse M2, eh bien le barycentre peut être décalé quasiment grâce à le bras. En fait, il y aura la notion de bras de levier que l'on va appliquer plus tard. Donc là, en fait, ici, pour qu'il y ait équilibre, il faut jouer sur la distance en fait entre les barycentres de chacun des systèmes et le barycentre de l'ensemble. Donc G, ça va être le barycentre de l'ensemble. Et si vous déplacez le système le plus léger de telle sorte que ici vous avez ici M2, ici M1 là, eh bien vous pouvez très bien déséquilibrer l'ensemble pour avoir cette situation là. Donc M1, GM1, ça c'est à retenir, plus M2, GM2, et l'expression qui définit la position du barycentre. Vous pondérez en fait chaque point. Là vous pondérez avec M1, le point M, grand M1, et vous pondérez avec la masse M2, le point M2. Maintenant, on va pouvoir appliquer ça pour tout point O. Pour tout point. Donc on peut utiliser le point O, l'origine du repère, par exemple choisi, M1, GO plus OM1. J'introduis le point O, plus M2, GO plus OM2. Et maintenant, je vais pouvoir, donc égal vecteur nul, je vais pouvoir exprimer le vecteur OG. Je développe donc M1 plus M2, 2 GO égale moins M1 OM1 moins M2 OM2. Autrement dit, OG, la position du barycentre par rapport à l'origine du repère, ça va être M1 OM1. J'intervertis OG ici, donc je vais faire apparaître un signe moins, plus M2 OM2 sur la somme des masses M1 plus M2. Et on voit évidemment qu'avec cette expression, si vous avez un système de masse énorme par rapport à l'autre, eh bien, ici, vous pourrez considérer que vous avez simplement, par exemple, M2,
Et le point G est quasiment confondu avec la position du point de masse le plus important. Donc j'encadre ceci. Enfin, vous n'avez pas besoin de retenir en fait, parce que si vous avez retenu ceci, la définition du barycentre, vous pouvez obtenir la position du barycentre dans n'importe quel repère en faisant intervenir un point comme ceci. Donc là, on va dériver cette expression. Je vais ainsi une page. On va dériver l'expression par rapport au temps. Donc je réécris, on a OG égale M1 OM1 plus M2 OM2 et la somme M1 plus M2. On dérive par rapport au temps, donc dériver à dériver par rapport au temps. Celle-ci a dérivé par rapport au temps, ce qui donne M1 M1 plus M2, la dérivée du vecteur OG par rapport au temps, égale M1, la dérivée de OM1 par rapport au temps, plus M2, la dérivée de OM2 par rapport au temps. Et là, vous reconnaissez, en fait, M1 plus M2, le vecteur vitesse du point G dans le référentiel R, égale à M1, la vitesse du point M1 par rapport à R, plus M2, la vitesse du point M2 par rapport à R. Donc en fait, ça c'est la quantité de mouvement du système total. C'est bien, on somme, on a bien la somme des quantités de mouvement des systèmes, du système 1 et du système 2, P1 plus P2. Si on revient maintenant, si on repère en fait, on va pouvoir, pourquoi c'est aussi intéressant, c'est qu'en fait, maintenant, on va pouvoir déterminer la position du système total, juste la décrire par rapport à son centre de gravité. Et ensuite, après, on pourra revenir, donc système total, donc application de la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire D de P total égale la somme des forces sur le système total, que subit le système total. Et ensuite, une fois que vous avez, donc ça va vous donner, par les résolutions des équations, le mouvement de G, le barycentre. Puis, étant donné que vous connaissez l'expression, vous avez OG, on a obtenu tout à l'heure M1, OM1 plus M2, OM2 sur M1 plus M2, et bien maintenant, si vous avez obtenu le mouvement de G par rapport au point O, on va pouvoir obtenir le mouvement de M1 et le mouvement de M2, parce qu'il suffit de dire, pour M égale O par exemple, pour O égale M2, à ce moment-là, on obtient, ou M1, peu importe, on va obtenir G M1 ou GM2. GM1 est égal à moins. Alors, je vais réécrire l'expression parce que vous ne l'avez plus sous les yeux. Hop, on a. Je repars sur la page précédente. On a ça. Hop, c'est la peine de changer de page. On a ici. Voilà. Donc ici, pour O égale M1, par exemple. O égale M1. Eh bien, on va faire le problème de ce qu'il est. Eh bien, vous avez M1G qui est égal à, donc vous remplacez O par M1, donc M1, M1 vecteur nul, égale M2, M1, M2 sur la somme M1 plus M2. Donc, vous avez comme ça l'expression de GM1. Et par contre,
et M2G, évidemment, M1, M2, M1, sur la somme M1 plus M2. Et comme ceci, donc, à quoi ça vous a servi ce paragraphe, à quoi ça nous sert? Eh bien, quand vous avez un système de 2 points, vous vous ramenez à l'étude de son barycentre, vous appliquez la deuxième loi de Newton, donc je vais encadrer ce qu'il faut faire, vous appliquez la seconde loi de Newton, vous obtenez des équations différentielles qui vous permettent que vous résolvez, qui vous permettent d'obtenir le mouvement de G, et ensuite, vous savez que le mouvement de G, c'est une combinaison des mouvements OM1 et OM2, et vous vous placez pour le point O, pardon, vous vous placez en O égale M1, puis O égale M2, et comme ça vous avez les expressions de la position de M1 par rapport au point G, la position de M2 par rapport au point G. Ça vous servira dans certains exercices. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, très courte, peu de nouveautés forcément pour vous, mais donc à maîtriser évidemment les lois de Newton, on les verra en exercice.